Vu qu'on a parlé, on a déroulé toute la journée sur l'importance de penser le travail du sexe au prisme des droits, au prisme de la déstigmatisation, de la décriminalisation, de finir la journée en fait sur la question du coup de cette lutte pour les droits, du syndicalisme et de comment on la mène. Du coup, je suis un peu intimidée, je suis entourée par le strass, c'est incroyable. Tu peux, hein. Ça va. Une mauvaise réputation, mais en fait, ça va. Non, ça va, vous êtes gentil. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau déjà Moufette qui va animer avec moi. Coucou Moufette, streameuse Zawa. Voilà, enchanté. Amar du coup du Stras, je t'invite à te rapprocher le micro de toi. Oui. Donc qui es-tu, que fais-tu, sur quoi travailles-tu, dis-moi tout. Oula. Ça devient existentiel. Non, je suis Amar, je suis un homme trans, je transitionne là depuis peu. Félicitations. Et merci. Et je suis travailleur du sexe depuis mes 18 ans. Okay. Donc voilà, ça commence à faire étant donné que j'en ai 34. Ah oui. Et donc j'ai expérimenté un peu, enfin expérimenté c'est pas le mot, mais en tout cas vécu plusieurs formes de travail du sexe, du striptease, à ce qu'on appelle l'escorting un peu de manière étrange pour moi en tout cas, mais voilà, en tout cas le full service quoi. Et voilà, et je milite au SRAS aux côtés de cette Cadine. formidable personne qui est Cadine, entre autres. Bonjour. Enchantée. Qu'est-ce que je dois dire Ce que tu veux, présente-toi, voilà, qui es-tu. Donc, je suis secrétaire générale du STRAS à l'heure actuelle. Je suis au STRAS depuis sa fondation. Travailleuse du sexe depuis beaucoup plus longtemps que je ne souhaiterais l'avouer. 26 ans maintenant. C'est la troisième personne qui dit ça aujourd'hui. On s'amuse de plein de formes différentes. Oui, en 26 ans, on a le temps de... Et ce que je fais, on se bat pour nos droits. Autant que faire se peut. Trop cool. Alors du coup, donc Lucas, de nouveau, qu'on a présenté tout à l'heure, mais bon, peut-être pour les gens qui étaient peut-être pas là, s'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. Bien sûr. Donc moi, c'est Lucas Stevenson, je suis aussi travailleur du sexe. J'étais membre du STRAS pendant de nombreuses années, je crois depuis la fondation en 2009, c'était bien la date. Et j'étais le directeur européen du réseau des travailleuses du sexe, qui est un réseau d'à peu près 150 associations, y compris le STRAS, à travers toute l'Europe, Asie centrale. Et là, je suis au bureau du réseau global des travailleuses du sexe. Et maintenant, je travaille pour le planning familial, mais pas le planning familial français, la Fédération internationale des plannings familiaux. Okay. Et enfin, dernière à nous rejoindre, du coup, Madeleine, que du coup, les gens qui ont suivi les derniers lives de Zawa Prod doivent peut-être connaître, qu'on a reçu plusieurs fois, mais je te laisse te représenter une nouvelle fois pour le public. Bonjour à tous, je suis Madeleine Rousset, travailleuse du sexe en ligne et militante, telle que décrite par Médecins du Monde dans la vidéo d'hier. Très honorée d'être officiellement comme militante, c'est ça. Et donc j'essaye un peu de sensibiliser à ma petite échelle, d'éduquer les gens quant au TDS. Et donc voilà, moi c'est plus ce qui me concerne actuellement, c'est le travail du sexe en ligne, mais il y a quelques petits ponts à faire avec le travail du sexe full service. Oui, avec une abréviation que tu... TTDS, donc télétravail du sexe. Ok. C'est le télétravail en mode Covid, mais version travail du sexe. Du coup, déjà, pour présenter un petit peu, parce que je ne sais pas si l'entièreté du chat est familiarisée quand on parle d'approche par les droits, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu ça comme une évidence pendant un peu toute la journée, mais revenir sur déjà pourquoi, donc contrairement un peu aux anti-droits ou aux anti-TDS en règle générale, pourquoi cette approche au travers des droits, c'est quoi déjà l'approche par les droits et pourquoi c'est une meilleure approche pour parler de travail des sexes à la différence des autres, quand je parle de abolitionnisme, tout ça, etc. Voilà, pourquoi seule l'approche par les droits fonctionne. Oui, c'est ça, limite refaire un peu un inventaire. C'est quoi votre position, c'est quoi celle des autres, pourquoi c'est mieux? Je pense que c'est deux questions différentes. Quelle est notre position et qu'est-ce que l'approche par les droits? Pour commencer par l'approche par les droits, l'idée est... le STRAS s'est créé dans un contexte de répression extrêmement brutale sous la loi Sarkozy, la loi de sécurité intérieure. Le mouvement n'était pas neuf, il y avait des mouvements bien avant, en France depuis 70, donc, et sous différentes formes. Mais l'idée dans la création du syndicat, c'est que, si je veux caricaturer ou pour le dire de manière très courte, évidemment on va se battre pour
contre la répression, contre les formes les plus brutales des violences ou des absences de droits, mais ça ne suffit pas de dire arrêtez de nous taper. Et surtout, on n'est pas dans une approche de demander, contrairement à d'autres positions. Alors, par rapport aux abolitionnistes, on va être en désaccord réel sur quelles sont les mesures à prendre, mais encore plus dans la démarche d'une... ce n'est pas de la pitié qu'on demande, ce n'est pas les droits qu'on demande, enfin la dénonciation des violences qu'on subit ne doivent pas être conditionnées à la bienveillance ou à la bonne volonté de notre personne. Nous travaillons, nous revendiquons des droits. À la base, en fait, on en est à demander des droits identiques aux autres citoyens. Enfin, on en est à demander d'être traité à égalité avec une personne non TDS. Donc, mais l'idée n'est pas de se baser dans une posture misérabiliste ou dans une posture caritative ou charitable. L'idée, c'est que nous revendiquons des droits et nous sommes actrices de notre situation, nous sommes agentes de nos vies et nous demandons simplement que soient respectés déjà en premier lieu nos droits en tant que personne, le droit, et par ailleurs des droits spécifiques en termes de travailleuses. Donc ça, ce serait, il me semble, l'idée de l'approche par les droits. Si je peux même compléter, après, voilà, je ne sais pas si c'est un positionnement de l'ensemble des travailleurs et travailleuses du sexe, en tout cas, ni même si l'ensemble du STRAS est d'accord avec ce que je vais dire, mais bon, on va voir. Allez. Moi, je pense que, en fait, la base du droit aussi, la question telle que tu la poses, c'est aussi d'avoir une approche matérialiste, en fait, du travail du sexe, et de considérer que les conditions matérielles, même, en fait, du travail du sexe, sont primordiales, en fait, dans l'obtention des droits. C'est-à-dire que les personnes soient pour ou contre pour vulgariser le travail du sexe ou la prostitution, en fait, on s'en fout. On veut une approche, enfin moi, en tout cas, je défends ce truc-là, enfin c'est ma pensée, mais ça n'engage que moi. Le regard moral sur la prostitution ne doit pas contaminer le regard juridique, en fait, sur la prostitution. Il faut un regard pragmatique, il faut un regard, oui, matérialiste de, ok, il y a des personnes quand même qui n'ont pas le droit au logement, on n'a pas le droit, on n'a aucun droit sociaux, on n'a aucun droit face aux violences qu'on peut subir dans le quotidien, face à la stigmatisation, etc. Et la liste est très longue. Il faut que cela cesse, en fait, c'est juste ça. Et ça, c'est le point de départ, je pense, de tout un ensemble de revendications. En fait, c'est la base. C'est une arme féministe, le droit. Et donc, à partir de cette arme-là, qu'est-ce qu'on construit comme existence qui soit vraiment, comme tu dis, Cadine, très justement, une existence de sujet, en fait. De personnes qui pensent, de personnes qui vivent, de personnes qui travaillent, de sujets de travailleurs et de travailleuses. Donc, voilà comment, si ça peut être pertinent. D'ailleurs, il y a le réseau global des travailleuses du sexe avait fait une grande consultation il y a quelques années avec tous les réseaux régionaux, les associations nationales à travers le monde, et a défini ce qu'ils appelaient un document de consensus sur les droits des travailleuses du sexe. Quels sont les droits que les travailleurs du sexe demandent et qui devraient être les mêmes droits que les autres citoyennes, etc. Et par exemple, le droit à la vie de famille. Donc on sait que pour beaucoup de femmes ou de parents travailleurs du sexe, les enfants peuvent être pris car considérés qu'elles ne sont pas des bonnes mères, par exemple. Ça, c'est vraiment classique dans les pays du Nord aussi, enfin en Suède déjà. Oui, en Suède, c'est le cas assez courant, en Angleterre, enfin dans beaucoup de pays. Donc voilà, ça c'est le droit à la vie de famille. Le droit de voyager, par exemple. On sait que pour beaucoup, par exemple là, je voudrais aller je crois qu'aux États-Unis c'est toujours le cas. Tu dois écrire sur une petite carte, est-ce que j'ai été travailleur du sexe, est-ce que j'étais prostituée, etc. Et ça t'empêche de traverser la frontière. Droit d'une vie sans violence, sans stigmate, droit à la liberté d'expression, par exemple, en ligne, etc. Donc il y a vraiment, par exemple, même là, je travaille pas mal avec le réseau européen sur les questions des droits numériques, voir la question de la censure sur les plateformes. J'ai rencontré Meta, par exemple, une fois, pour dire, bon, qu'est-ce que vous faites sur le travail du sexe? C'est quand même aberrant que je ne puisse pas dire sur Facebook, je suis travailleur du sexe, sinon mon poste risque d'être... Et non, mais nous, on n'a rien contre les travailleurs du sexe. Ce qu'on veut, c'est que vous ne fassiez pas de proxénétisme. On ne veut pas que vous... Oui, mais en fait, comme la ligne est tellement fine... Il n'y a pas de curseur. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est que l'aspect moral, en fait, il contamine tout le reste, en fait. Juste être visible, en fait. Voilà, c'est ça. Et si je peux juste
Ouais, le vas-y, vas-y. dernier point, si justement on élimine l'aspect moral, quand on se positionne dans un aspect syndicalisme et droit du travail, enfin, il y a, quand on lutte pour les droits des travailleurs dans d'autres secteurs, il y a des secteurs que j'approuve absolument pas, mais que je vais pourtant vouloir soutenir les conditions de travail. Je ne suis pas pour le nucléaire, et pourtant, je veux que les conditions des travailleurs dans l'industrie du nucléaire soient défendues. Et on pourrait citer X nombre d'autres conditions où on pourrait rajouter l'aspect moral, m'embête comme terme, mais en tout cas, on pourrait avoir une réflexion éthique sur l'industrie. Et à vrai dire, j'ai envie de dire, dans la société dans laquelle on vit, qui peut s'extirper de la société capitaliste dans laquelle on vit Et pourtant, l'approche syndicaliste, ce n'est pas en contradiction, c'est l'idée, travailleurs, travailleuses, on vous exploite, on vous spolie, changez de métier. C'est un peu ce qu'on nous dit. Alors c'est le seul que au métier lieu, dans lequel, on dit ça, quoi. Oui. voilà, et que justement, ce n'est pas, c'est prendre la chose non sur juger l'activité, mais sur le vécu et les conditions de travail. Ok. Moi, je voulais savoir, parce que c'est quoi le statut en général qu'on a actuellement, surtout en France, pour les personnes qui exercent le travail du sexe? Et c'est quoi les paradoxes justement avec ce statut? Il y en a beaucoup qui sont en auto-entreprise, et en fait, finalement, beaucoup cotisent. C'est pas. Oui, en fait, moi, c'est quoi le statut en général des gens? Comment on s'en sort? Est-ce qu'on cotise? Est-ce qu'on se déclare? Qu'est-ce qu'on dissimule? Et quels sont les paradoxes du fait d'avoir un statut et de ne pas avoir de droit, en fait, genre... Alors, notre principal droit est celui de payer des impôts. Oui. Il est pas proxénète. Mais pas la TVA. Ça a été validé par l'Assemblée générale. Il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA sur une prestation sexuelle. Oui. Alors, statut. Statut est un terme... il faut faire attention à la notion de, justement, statut. C'est... souvent, on va réfléchir à... on va légaliser, donc il faut donner un statut. En fait, il n'y a pas de statut spécifique à avoir. Il y a un cadre légal de revenus et, à vrai dire, fiscal, simplement, de gestion des revenus par rapport à... Ensuite, il y a des cadres répressifs qui viennent se rajouter dans le cadre du travail du sexe. Pour faire plus court ou simple, comment est-ce qu'on se déclare? On a des revenus. Si on a des revenus du travail, quels qu'ils soient, on est à l'obligation de déclarer ses revenus. Et dans la mesure où... Alors, c'est là où il y a une contradiction énorme. Le travail du sexe n'est pas interdit. Tout moyen d'y parvenir est interdit, mais en soi, il ne l'est pas. Mais alors effectivement, le statut fiscal qui est le plus simple, nous que nous recommandons, mais qui est pas ni parfait ni le seul, c'est le statut auto-entrepreneur parce que ça permet de rajouter les cotisations diverses avec très peu d'avantages, mais quand même meilleur avantage. Il est possible aussi de les déclarer en revenus BNC, en bénéfices non commerciaux, etc. C'est ce qui, du coup... Bon. Ça, c'est plutôt la question de l'aspect déclaration, gestion des revenus et déclaration fiscale. À partir du moment où l'échange, la vente d'un service sexuel n'est pas interdit, l'achat est interdit. D'où... fiscalité mis de côté, c'est ça l'hypocrisie, c'est ça la difficulté d'une question de pas statut, mais de réalité. Voilà, le paradoxe où nous avons le droit de vendre un service, mais il est pénalisé de l'acheter. Ce qui en réalité revient à en théorie de droit, ça revient à du prohibitionnisme, parce que si l'acte lui-même, peu importe que la sanction se pose sur le client, l'acte lui-même est interdit. Et du coup, c'est l'intégralité de notre travail qui finalement est criminalisé, est poursuivi ou clandestinisé pour ça. Du moins dans ces formes de full service. Et Madeleine, c'est pareil sur les réseaux et tout ça? Alors, il y a plusieurs façons de se déclarer quand on est en ligne. Donc, la plupart du temps, ça va être effectivement auto-entrepreneur. C'est aussi possible de se mettre en société, par exemple, sous le régime artiste-auteur.
Mais disons que nous, on n'est pas encore concernés par la loi dans la mesure où c'est la Cour de cassation en 2022 qui a jugé qu'en gros, la prostitution, le proxénétisme ne concernait que les pratiques où il y a un contact avec le client. Donc tout ce qui concerne les activités en ligne, camming, pornographie, plateforme à abonnement, c'est pas concerné. Donc a priori, on exerce et on achète en toute légalité. Seulement, on fait face à la même discrimination que les travailleuses et les travailleurs du sexe full service. Donc même si en soi on a une activité qui est totalement légale, qui n'est pas du tout prohibée, pas du tout réprimée d'aucune façon que ce soit du côté de la personne qui provide le service ou celle qui l'achète, n'empêche qu'à côté de ça, on va subir de discrimination au logement, discrimination bancaire, surtout c'est vraiment celle Oui, qui les nous banques qui parfois font complètement sauter le compte, quoi. Voilà, sans- c'est sans ça. te prévenir. Parce que dans toutes les banques, dans les Terms of Service, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais il y a spécifiquement indiqué que la pornographie est interdite. Ils n'acceptent pas ce corps de métier-là, bien que ce soit tout à fait légal, parce qu'il y a soit un problème d'image, ou alors ils vont estimer que c'est une activité dite à risque. Donc on est inquiété à ce niveau-là, malgré le fait que ni du côté du client, ni du côté de la personne qui donne le service, ce soit prohibé d'aucune façon que ce soit. Mais c'est en discussion actuellement au Sénat, ça va partir à l'Assemblée nationale. Il y a une proposition de loi qui a été faite pour justement étendre la définition de prostitution et de proxénétisme au virtuel. Afin de taper lutter plus contre fort, le proxénétisme 2.0. Bah, du coup, comme sur le modèle suédois dont tu parlais dans Ouais. le panel précédent, quoi. Donc, Exactement. Oui, exactement. Et ce qui est, enfin, quelque part, c'est presque logique parce que de plus en plus, en fait, en particulier depuis Covid, il y a une espèce de blur entre le travail prostitution traditionnel et le travail en ligne, en fait. De plus en plus, moi, je vis au Royaume-Uni où il y a surtout un site où les travailleurs du sexe mettent leurs annonces qui s'appelle Adult Work. Et Adult Work fait une tonne de thunes sur le dos des travailleurs du sexe parce qu'elle force les travailleurs du sexe à mettre des nouvelles photos qu'elles peuvent vendre, etc. Donc, si tu veux être au top de la liste et la première vue par les clients, il faut effectivement que tu mettes des nouvelles photos une fois par semaine, que les clients peuvent acheter, etc. Donc, en fait, ils te forcent un peu à faire du contenu pornographique, à vendre en ligne, afin de pouvoir rencontrer des clients physiques. Donc, il y a de plus en plus de travail du sexe, qui faisaient du travail du sexe plus traditionnel, de corps à corps, etc., qui font aussi maintenant du travail sexuel digital ou digitalisé. Et donc voilà. Mais je sais qu'en Suède, c'était intéressant parce qu'il y avait, je crois que la loi est passée à unanime. Il n'y a eu aucun membre du Parlement qui a voté contre. Peut-être qu'il y a eu une abstention, je crois. Et c'est vraiment, ça prouve qu'en Suède, il n'y a aucun débat sur la question. Donc j'espère qu'en France, il n'y aura pas le même effet. Mais on espère. Ça s'annonce un peu mal barré. Vos députés et tout ça. Aurore Berger, ça a sorti ministère de l'égalité un rapport pour un peu se taper sur l'épaule et dire c'est génial ce qu'on a fait depuis 2016. Et d'ailleurs, on soutient la proposition de loi avancée par Marie Mercier et on espère des résultats similaires, quoi. Mais ouais, en gros, ils sont en mode full soutien sur cette loi. Mais du coup, là-dessus, j'imagine que ça amène à des... Par exemple, tu parlais de la crise Covid. Est-ce que du coup, vous avez eu... Parce qu'il y a eu tout un truc de « Ah là là, quoi qu'il en coûte, il faut indemniser les entrepreneurs qui ont perdu du revenu pendant le Covid, etc. » Qu'est-ce qu'il en a été du coup quand c'est pour les TDS là-dessus, genre notamment? Évidemment que non. En fait, c'était une fin de non-recevoir. En tout cas, vous me corrigez. Et la liberté d'entreprise, voyons. Si je me trompe, enfin, c'est une fin de non-recevoir de la part de Marlène Schiappa, précisément pour les raisons qu'on invoquait en début de ce panel, c'est pour des raisons morales. C'est-à-dire que la raison qu'a évoquée Schiappa, c'est qu'en fait, c'était trop compliqué d'indemniser des personnes qui étaient nécessairement victimes d'exploitation. Et que, en fait, là, c'est le système qui se retourne contre... Enfin, on voit la contradiction, elle est tellement apparente que là, on voit la faille dans le raisonnement. On sait que c'est de la morale, on sait que c'est une manière de percevoir le travail du sexe, la prostitution. En fait, où juste la volonté, c'est de nous faire disparaître. Et d'ailleurs, je dis ça sans voilà, mais c'est comme ça que c'est interprété aussi. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que face à ce manque
à ces manquements très graves en fait de Marlène Schiappa dans ce moment-là de la crise Covid, en fait, ce sont les associations qui ont pris le relais. Et ce sont ces associations-là qui ont été en capacité, avec les forces qui étaient les siennes, notamment, je pense à Accept Testé, Giovanna en aurait mieux parlé que moi, mais en tout cas de distribuer des kits, de distribuer des colis alimentaires. Et en fait, c'était la réponse à la répression, c'est l'auto-organisation, et l'auto-organisation fonctionne. Et en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais c'est terrifiant, c'est glaçant. Il y a des personnes, en fait, elles peuvent mourir, quoi. Et personne n'en est inquiété, même on va pousser ça avec... l'État va pousser dans ce sens. Et va pousser les personnes, les travailleuses du sexe les plus vulnérables à l'être encore plus, à être encore plus exposées. À ça, se sont superposées des rhétoriques de si on va quand même travailler en tant que travailleuse du sexe ou travailleur du sexe, eh bien, on va contaminer, on va être des vecteurs de contamination. On va, filer le Covid à des clients, en fait. Et c'est ça. Et du coup, il y a tout cet ensemble de choses. En gros, on est coincé, quoi. On est coincé. Vraiment, moi, c'est la sensation que j'ai eue, en tout cas, à cette période. On est bloqué dans ces rhétoriques-là qui nous objectifient, qui nous objectifient, qui veulent nous anéantir. Ouais. Et ce qui est intéressant, ça a été le phénomène opposé en Belgique. À l'époque, je vivais en Belgique. Je venais d'arriver juste 2-3 semaines avant Covid avec mes valises, tout content et tout. Et la Covid commence. Et à l'époque, il y avait l'association Utopie en particulier qui s'était créée, qui était la première organisation dirigée par les TDS. Donc en Belgique, il y a beaucoup d'associations de services comme Espace P ou Violette, etc., qui sont des associations qui donnent des services au travail du sexe, mais ne sont pas dirigées par les travailleurs du sexe. Utopie a été créée un peu dans ce système-là, par ce manque. Et à l'époque, donc, il y avait le Covid et le gouvernement, vous vous souvenez, tous les 3 mois, inventait des nouvelles règles en disant « Ah, alors les coiffeurs, ils doivent fermer à 5 heures. Par contre, le bar, en terrasse, ça va, mais alors une table sur 4. Par contre, tu peux prendre un Beaujolais, mais pas un... » Tu vois, c'était vraiment très compliqué. Il y avait vraiment des règles pour tout. Et les travailleurs du sexe, parce qu'elle est en Belgique, tu as un système un peu fédéral, c'est un peu compliqué, mais tu as des bars à champagne, tu as des bordels, tu as des carrés, donc c'est des vitrines, tu as les travailleuses indépendantes, tu as les masseuses, etc., les strip clubs. Et le gouvernement se disait, mais comment on fait? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment réagir. Et en fait, ils se sont aussi rendus compte de la diversité du travail sexuel. Donc une personne qui est indépendante, qui va faire un massage, c'est quelqu'un, n'a pas les mêmes risques par rapport au Covid qu'une collègue qui travaille à 3-4 dans un 5 mètres carrés avec une vitrine, par exemple. Et du coup, le gouvernement s'est vraiment mis en lien avec les associations de travail du sexe, une vraie consultation, une vraie écoute en disant, voilà comment on fait pour vous soutenir pendant la crise Covid. Et de là, en fait, est devenu ce projet de loi de la décriminalisation du travail du sexe en Belgique, qui a maintenant été implémenté avec droit du travail, avec différentes libertés des travailleurs du sexe de refuser les clients. Et c'est un projet en cours. Donc la loi est passée, mais il y a quand même des grandes conversations, des grandes discussions sur quel droit du travail, comment faire pour les personnes les plus précaires, les travailleuses de rue, les sans-papiers, etc. Et c'est intéressant de voir la différence entre la France, qui est complètement idéologique, et des gens, voilà, donc la prostitution est une violence, donc on va absolument rien faire pour les plus précaires à la rue, qu'elles se démerdent, pendant qu'en Belgique, ils disaient, oui, là, effectivement, il faut créer un vrai cadre du travail pour les soutenir. Juste une anecdote. Belge, parfois, c'est terrible à se dire pour un Français, mais soyons plus belges. Juste une toute petite anecdote auquel je pense par rapport au côté ubuesque, justement, si on compare les deux situations. Pendant la réouverture progressive Covid en France, alors il n'y a pas de bordel en France, mais il y a des clubs libertins où, bon, peut-être il se trouve que des fois des collègues pourraient travailler. Et il y a eu un commentaire lors d'une inspection policière dans l'un des clubs où, donc, puisque les règles sanitaires de réouverture s'étaient calquées sur les règles des restaurants, c'est-à-dire qu'on peut être à table sans le masque, mais si on se déplace, il faut mettre le masque. Et la réflexion a été faite après que des gens dans un petit carré, dans un petit boudoir étaient à plusieurs en train de s'amuser, donc évidemment sans masque et avec beaucoup mais par contre la règle c'était s'ils se levaient pour aller aux toilettes ou à la douche, il fallait remettre le masque. Mais ce qui montre juste le côté de l'absurdité. Et alors, on peut en rigoler sur cette situation-là, mais juste rebondir sur ces moments Covid pour notre communauté ont été
meurtrières, ont été tragiques. Et alors heureusement qu'on avait quelques anecdotes complètement ridicules comme ça pour en rire, mais à part ça, oui, non, ces années-là, on va s'en souvenir. Mais moi, je me demandais, au niveau de cette lutte justement pour les droits, alors il y a le fait de sensibiliser la base, comme on le fait ici et tout ça, parce que ça peut bloquer dans des institutions. Est-ce que vous avez besoin d'avoir l'oreille de certains syndicats classiques comme la CGT et tout ça pour résoudre certaines questions, ou vous pouvez être dans une forme d'indépendance et vous en foutre? Non, mais Peut-être que. Alors, Vas-y. Est-ce qu'on a besoin nous avons une lutte syndicale. Je pense que la lutte des travailleurs a aussi besoin de nous. Surtout, exactement. Donc, c'est plus, est-ce qu'on en a besoin? On se battra quoi qu'il arrive. On sera toujours plus fort si on est liés. Mais pour toute la lutte de défense des droits, et que ce soit sur la lutte syndicale ou la lutte féministe ou toutes les luttes contre les discriminations, notre communauté, elle est à l'intersection de tellement de discriminations et de luttes qui sont grossies et qui se retrouvent amplifiées dans nos groupes. Et on a du coup... alors oui, évidemment, est-ce qu'on a besoin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait assez utile pour tout le monde si on pouvait avoir, si ces liens se faisaient. Et surtout, les raisons pour lesquelles on est exclu des luttes de travailleurs sont, à mon sens, un grave défaut d'analyse. Une erreur d'analyse. C'est quoi les justifications de vous exclure justement Parce que, alors c'est vrai qu'il y a une spécificité sur le fait que la lutte syndicale, l'histoire syndicale et la théorie syndicale se construit dans une théorie, voilà, les théories de gauche, d'extrême gauche, où on est dans une analyse de rapport de force et avec avec les personnes qui ont le contrôle des moyens de production, les patrons, globalement. Nous, on est dans une situation où en tant que lutte syndicale, où on est plutôt dans une posture d'indépendance, etc., sauf les bordels, etc. Mais bon, historiquement, l'extrême gauche, Marx a analysé la question du travail du sexe, en fait la prostitution chez lui, sous l'angle du lumpenprolétariat. Et le lumpenprolétariat était exclu de la lutte des travailleurs qui devaient se saisir des moyens de production pour renverser la société capitaliste. Donc, en nous voyant comme une conséquence de la société capitaliste et de ses dérives, au lieu de nous voir comme des travailleurs qui ont une capacité à aussi agir sur la société par nos revendications et par nos positions, c'est une erreur d'analyse tout simplement. Et on aborde ça sous l'angle moral du sexe et de toutes les raisons qui voudraient nous retirer le truc. Je tiens toujours à critiquer ce passage-là. L'une des références de l'extrême gauche et du syndicalisme révolutionnaire, c'est George Orwell, Hommage à la Catalogne. Si vous prenez le premier chapitre, au bout de quelques pages, qui décrivent une situation post-révolutionnaire où, en 2 pages, une magnifique description d'une situation où tous les ouvriers ont pris le contrôle de leur lieu de travail, les gens ont mis en commun les ressources, s'auto-organisent, et il y a cette petite phrase où il a été demandé aux prostituées de ne plus aller dans la rue. Wow. Donc, et c'est vraiment révélateur. C'est même pas de naturellement, elles n'ont plus besoin d'exercer, c'est on leur a demandé fermez-vous. On est sur un chapitre entier en décrivant les merveilles d'une situation révolutionnaire où tout le monde a repris le contrôle sur leur vie, sur leur existence, et il n'y a que nous qui sommes trop connes pour avoir besoin qu'on nous dise d'arrêter d'aller tapiner. Ah oui. Et c'est révélateur de cette de cette exclusion de la réflexion sur
la lutte pour nos droits par le travail. Voilà. Il y a aussi une vision hygiéniste aussi qu'on retrouve même dans l'homophobie historique, par exemple, du Parti communiste français, où il y a l'idée que l'ouvrier, contrairement aux bourgeois dont la bourgeoisie amène forcément une forme de dégénérescence, l'ouvrier est naturellement sain et porte en lui, je sais pas, des qualités humaines et du coup tout ce qui est de l'ordre des déviances sexuelles, etc. Le bourgeois est déviant sexuellement. Oui, c'est ça, c'est un peu ce retournement-là et on retrouve beaucoup ça dans cette logique très, très hygiéniste. Pardon, tu voulais relancer Moufette? Oui, non, mais dans l'histoire de la gauche, bon après il y a le stigmate lumpen qui a toujours pesé et tout ça. Si on remonte à des trucs, des témoignages sur la commune, les putes, elles ont hébergé des traites. Enfin, il y a toujours eu ce truc-là. Oui. Elle était aussi souvent très résistante. Bah oui, souvent. bah oui. Mais ça, on l'oublie. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, moi, les sons de cloche que je vois un petit peu, c'est plutôt que, justement, par cette définition d'indépendance et tout ça, il y a une forme d'égoïsme. Bon, c'est toujours le truc un peu lumpen et tout ça, c'est que les gens roulent pour leur boss, il n'y a pas de conscience collective. Et globalement, s'il y a des perches pour obtenir une certaine ascension sociale, on les prend, on devient un bourgeois mental. Et enfin, il y a un peu ce truc-là. Grave. Bah ouais. Pardon. Grave, non, il ne faut pas dire ça. Non, mais est-ce que c'est différent qu'ailleurs? Oui, c'est ça en plus qui est énervant, quoi. C'est que ça peut être ça dans plein de milieux, tu vois. Oui. Enfin, encore très basique, mais aussi la situation que le mouvement syndicaliste est quand même extrêmement macho, surtout masculin, etc. Et il y a une très belle histoire en Argentine où les travailleurs du sexe se sont organisés en tant que syndicat qui s'appelle AMAR, qui est assez connu avec Georgina, qui est un peu l'héroïne du mouvement, qui est un peu championne des droits des travailleurs du sexe en Argentine, en Amérique latine et globalement. Et elle a expliqué en fait comment elle commençait à s'organiser avec les travailleuses du sexe de rue, contre les violences policières, contre les violences. Et beaucoup de travailleuses du sexe, elles ne se définissaient pas elles-mêmes comme travailleuses au départ. Tu rencontres une collègue et tu veux rejoindre le syndicat. Et certaines collègues diront, mais moi, pour moi, c'est un truc que je fais, mais c'est pas vraiment un travail. Il y a une espèce aussi de forme de conscientisation en se disant, mais comment tu appelles quelque chose? Tu sors de chez toi, tu restes 8 heures dehors, tu gagnes de l'argent avec lequel tu payes pour l'éducation de tes enfants, etc. C'est quoi d'autre qu'un travail? Oui, tu as raison, je vais me battre avec toi, etc. Et commencer à créer ce collectif beaucoup plus conscient de classe, etc. Et après, elle voulait quand même se créer en syndicat et avoir l'acceptation du mouvement syndicaliste argentin général. Et du coup, ils ont tapé à la porte du mouvement syndicaliste en disant, ben voilà, alors nous, on est les putes, est-ce qu'on peut avoir des conversations? Et les syndicats argentins, ils disaient, ben non, écoutez, vous n'êtes pas des travailleuses, c'est nous les travailleurs, on construit des voitures et on est sur les ports et tout ça. Et en fait, ils commencent un petit peu à discuter. Et finalement, ils se fait, écoutez, on vous laisse le bureau là-haut, dans le grenier, personne ne s'en sert, vous avez qu'à l'utiliser. Et en fait, elles ont commencé à se remettre vachement plus en proximité et à se comprendre mutuellement. Et donc, elles ont amené vachement... Et après, il y avait une discussion avec le directeur de la fédération syndicaliste argentine qui disait, mais en fait, on a énormément appris sur le féminisme, sur les violences policières, sur la migration grâce à elles. Et elles ont appris avec nous le syndicalisme traditionnel, s'auto-organiser, faire des demandes, etc. Et c'est une très belle histoire, en fait, comment le mouvement travailliste argentin, il a appris des travailleurs du sexe et mutuellement, comme ça. Totalement, parce que quand on parle de syndicat, et je pense même... il y a un truc de genre à quoi sert concrètement en fait un syndicat vu que vous représentez le STRAS parce qu'on parle du coup bien évidemment là, on a parlé de doctrine marxiste, le syndicat sert à faire émerger la conscience de classe parmi les travailleurs, mais concrètement aussi matériellement, qu'est-ce qu'un syndicat apporte aussi en plus? Alors, je vais juste, c'est possible de faire un retour en vas-y, arrière, tranquille. Oui, vas-y, bien sûr. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de choses intéressantes qui sont dites, mais en même temps, en fait, ce sont des... Et c'est vraiment pas rebondir, hein, franchement. Ouais, non, et en fait, comme j'ai peur de couper la parole tout le temps, du coup, je dis rien, mais c'est idiot. Fais un signe après, je redistribue la parole. Ouais. Mais je trouvais ça super intéressant ce que vous avez dit. En fait, je crois qu'il y a plein de choses qui se sont dites aussi. Je pense que c'est une lutte qui est en train de se faire et que les personnes qui sont là pourraient témoigner des difficultés, en fait, des entraves qu'il y a à être reconnu comme travailleur ou travailleuse au sein des syndicats. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Mais moi, je dirais, en fait, c'est les syndicats qui ont besoin de nous. En fait, parce qu'on apporte d'un point de vue politique, justement, d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue de la pensée
de ce que c'est le travail, d'un point de vue de ce que c'est la production, parce que c'est un peu l'histoire de Hamar finalement, c'est comment on pense la production, qu'est-ce qu'un outil de production, et comment on décentre ce regard-là depuis, on va dire, les outils théoriques dont dispose le communisme par exemple, ou bien le marxisme, et comment en fait maintenant on le repense sous l'angle du travail du sexe, sous l'angle de l'antiracisme, sous l'angle de l'anti-impérialisme, par exemple, puisque sous l'angle de c'est quoi une politique migratoire répressive, comment on l'intègre dans un syndicat, et comment on intègre aussi la diversité en fait, des métiers relatifs au travail du sexe. Et je crois que ça, c'est important parce que, par exemple, au sein de la CGT, il y a la CGT spectacle, à laquelle en fait, les intermittents du spectacle peuvent s'adresser. Mais en fait, les intermittents du spectacle, c'est aussi des strippers. Des personnes qui font du striptease. En fait, c'est ça aussi, et c'est comment nous, on essaie d'avoir cette marge de manœuvre qui est très difficile. Comment on va dire, bah oui, non, mais en fait, nous, on a le même statut que vous, et du coup, on est en capacité non seulement de contribuer à la discussion, mais surtout de l'enrichir et d'apporter quelque chose. Et donc, face à ça, en fait, il y a un truc un peu de résistance des syndicats, alors que on porte ces revendications-là. Par exemple, la volonté du STRAS de créer une branche, n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, mais du travail du sexe au sein de Solidaire, c'est ça aussi. C'est dire, en fait, nous, on existe comme corps de métier et on est capable d'enrichir cette discussion-là sur le travail et d'y apporter des réflexions que les personnes n'ont pas forcément. Qu'est-ce que c'est ne pas penser la blanchité, le machisme, comme tu disais. Enfin, vraiment, c'est décentrer ces réflexions-là et apporter quelque chose de... Aussi, les questions queer, LGBT, c'est vraiment des choses très importantes qui commencent à émerger, mais qui sont invisibles au sein des syndicalismes contemporains. Mais voilà, ça c'est mon avis, mais c'est ça que j'ai pas du tout répondu à ta question. Je peux la reposer. Oui, d'où le fait. Après, c'était la discussion de tout à l'heure, mais d'où le fait aussi que c'est une porte d'entrée redoutable pour les féministes abolitionnistes qui, certaines étant transphobes, ont changé de manteau et reviennent par cette porte-là dans des syndicats comme Solidaire. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'elles l'ouvrent plus trop, elles ont fait le ménage sur leur fil Facebook, qu'elles n'ont pas des idées transphobes, quoi. Elles attendent juste que ça soit un peu plus, que le terrain soit un peu plus libre, et on va se retrouver comme au Royaume-Uni, quoi. Ouais, moi, je voulais relancer sur l'utilité du syndicat, dans le sens où, et peut-être aussi relancer sur l'exemple de la Belgique comme exemple de... Est-ce qu'on peut parler de décriminalisation? C'est plutôt une régularisation. Enfin, aussi poser cette question-là, parce que en termes de droit concrètement, par quoi ça se manifeste? C'est-à-dire en termes de... est-ce qu'il serait l'idée d'une inspection du travail, d'un truc comme ça? Tu vois, genre en gros, quelle est l'idée qui est portée par le syndicat, en fait? Quelle est l'utilité qu'il apporte, même en termes d'accès à la santé, etc. Et après, peut-être Lucas, continuer sur comment ça a été fait en Belgique, par exemple, et peut-être aussi les limites. Enfin, bref, voilà. Je vous relance là-dessus. Tu veux y aller, Calvin? Vas-y. Alors, l'utilité du syndicat, beaucoup. Vu la situation actuelle en France et la situation légale, selon ta question, est-ce qu'il s'agit d'une utilité individuelle ou au sens large? Pour nous, l'idée, c'est que déjà, il faut se battre pour avoir ne serait-ce que le droit de travailler, pour lutter contre les pires formes de violence et ne serait-ce que d'interdiction de notre travail. Donc le syndicat existe depuis 2009, comme je dis, il a été créé au moment où la LSI était en place, donc là, une répression extrêmement violente. Donc la loi sécurité intérieure. Exactement. Une répression extrêmement violente qui inclut le racolage passif. C'était une folie, le racolage passif. Oui. C'est en mode, t'es pas activement en train de chercher un client, mais t'as une capote sur toi, du coup, t'es une meuf en mini-jupe, du coup, c'est bon. On peut t'emmener au poste. C'était une galerie des horreurs et la porte ouverte à l'arbitraire total, puisque justement, toute attitude passive, quelle qu'elle soit, pouvait donner lieu à répression. Et puis, c'était pas le seul outil législatif. Ils auraient pu appeler ça prostituée par destination. Il y avait vraiment mais et puis, en 2016, la bascule répressive a simplement été modifiée. Et donc, l'utilité du syndicat, c'est déjà, en premier lieu, on se bat ne serait-ce que pour ne pas être criminalisé. C'est la première exigence. Précision pour le chat, cette loi n'existe plus, elle a été justement abolie
par la loi de 2016 qui a apporté d'autres problèmes. Elle a été, voilà, elle a été remplacée en fait. Pas mon problème. La pénalisation des Pardon. clients enfin la loi de 2016 qui a instauré la pénalisation des clients a remplacé l'état législatif antérieur, c'est-à-dire la répression du racolage, enfin la LSI avec racolage passif, etc. Mais donc, Oui, sur la clause, l'utilité en premier du syndicat, c'est de s'organiser ensemble pour lutter pour nos droits, et le premier étant notre sécurité, contre la répression et toutes les conséquences qui ont une ramification énorme. On est dans une optique de syndicat de défense de nos droits. On n'est pas une association de services, ce n'est pas le but. Maintenant, on essaye aussi de gagner des petites batailles qui peuvent améliorer aussi nos conditions. L'accès à une mutuelle, le service juridique, de faire évoluer le droit, enfin le droit ou les conditions diverses, etc. Donc voilà, selon comment on le prend, l'utilité première, c'est l'utilité du syndicat, elle est essentielle, j'ai envie de dire. Ouais, il y a une utilité juridique aussi, je pense, du STRAS, et une utilité en termes aussi juridique de tout ce qui va découler de ça, c'est-à-dire la protection sociale, par exemple. Donc ça, c'est un enjeu très très fort au sein des luttes de travail du sexe. Enfin, tu l'as soulevé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire quid de notre retraite, puisque c'était des sujets, en tout cas en France, qui étaient vraiment très très prégnants, et comment nous, en tant que travailleurs et travailleuses du sexe, on s'insère dans ces luttes-là pour dire, voilà, il y a des spécificités. En fait, on est complètement exclu de ces régimes-là. La mutuelle, comme tu disais, il y a un ensemble de... Qu'est-ce que la protection... Comment un syndicat peut offrir de la protection sociale aux personnes qui se revendiquent comme travailleurs et travailleuses du sexe, même celles qui ne se revendiquent pas d'ailleurs. Il y a un ensemble de... C'est au-delà de droit... le droit à la sécurité, le droit à la vie, si on peut résumer ça de manière très basique et un peu large. Mais le droit je pense que le droit à la vie, c'est vraiment le droit fondamental, mais c'est aussi la protection sociale, la représentation. Comment on est représenté. Ça, c'est un travail aussi qui a été fait énormément par le STRAS, et notamment par des personnes géniales, de qu'est-ce que c'est une représentation pute, en fait. Qu'est-ce que c'est une représentation... J'ai le droit de dire pute? Oui, t'inquiète. Je sais pas. En fait, non, le principe, c'est que tant que c'est pas pour insulter, t'es une personne concernée, non, non, je vois ça plutôt de manière positive. Mais voilà, en fait, le syndicat, si on veut, il y a un nom syndical, mais il y a tout un ensemble d'utilités, du juridique, de qu'est-ce que c'est un service juridique, qu'est-ce que c'est la coordination juridique, toi tu peux témoigner, c'est-à-dire revendiquer ces droits-là à la vie, etc., en défendant les personnes. Donc pour moi, je dirais, le syndicat, à voir si vous êtes d'accord avec ça, est un organe d'autodéfense luttant pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Si on avait ces droits-là, c'est-à-dire s'il y avait la décrime en France, peut-être qu'on réfléchirait en termes, par exemple, de contrat, comme c'est le cas en Belgique. Quelle forme de contractualisation on peut penser, quel régime du travail on peut penser, éventuellement quel statut on pourrait penser. Mais donc ça, en fait, c'est notre futur en tant que syndicat, c'est aussi ça. C'est ce qu'on... Peut-être qu'un jour, on en arrivera là, et je le souhaite évidemment très très fort, mais voilà, j'ai l'impression que c'est aussi cette amplitude-là, quoi. Et si je peux, vas-y, je peux juste rajouter, effectivement, ce que tu dis est super important, c'est on revient toujours au côté très pragmatique du droit, l'état du droit, etc. Mais la discrimination, une des violences énormes, c'est tout simplement le regard qu'il y a et la stigmatisation qu'il y a sur les travailleuses du sexe, que ce soit légal ou pas. Enfin, même quand c'est légal, il y a des discriminations, et il y a et le fait, alors c'est beaucoup moins tangible, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des choses, mais l'évolution au fil des années par le fait de parler de TDS aujourd'hui et non de prostituée, le mot TDS, c'est des années de prise de parole à la première personne, et c'est justement avec le discours qu'on essaye de porter de droit, de fierté. Et fierté ne veut pas dire autre chose que refuser le stigmate, de refuser d'être humilié, de refuser d'être tous les imageries qui sont attachées à nos personnes.
Et c'est moins tangible, c'est beaucoup plus difficile de marquer des victoires que la modification d'une mesure ou le nombre d'arrestations. Mais c'est un élément qui impacte tellement nos vies. Et c'est uniquement c'est vraiment par la prise de la parole et en commun pour avoir un discours qui soit pour s'opposer à ces traitements-là qu'on réussira à arrêter cette discrimination-là qui est tout aussi violente que les autres abus. Et du coup, en Belgique, il y a eu un exemple qui par rapport au reste de l'Europe, j'ai l'impression est un peu apparu comme. Moi, j'ai vu ça en mode oh putain, la Belgique qui va dans le bon sens contrairement à nous là-dessus, et donc qui a mis en place du coup tout un appareil réglementaire en fait autour du travail du sexe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de concrètement qu'est-ce qui s'est mis en place en termes de conditions de travail, comment ça se traduit exactement? Je pense que si tu fais un peu un survol d'oiseau de l'Europe, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des pays européens ont une forme de légalisation, régularisation, que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie, la Grèce. Il y a des pays comme l'Espagne où c'est un peu dans ce qu'on dit, c'est illégal, c'est que c'est pas très clair, mais c'est plus ou moins autorisé en fait. Et la Belgique, c'était un peu entre les deux, parce que comme évidemment c'est une fédération c'est un État fédéral, tu as l'influence des Pays-Bas, l'influence de la France, donc tu avais les francophones plus anti-TDS, les flamands plus réglementaristes, etc. Donc ils ont réussi à concocter une loi qui est une forme de décriminalisation dans lequel on reconnaît le travail du sexe comme un travail. Et effectivement, les travailleurs du sexe peuvent avoir un contrat en tant qu'employés dans un bordel. La réalité étant que beaucoup de travailleurs du sexe sont déjà self-employed, à leur compte, etc. Et je trouvais que ce qui était vraiment intéressant, c'est que la loi a été faite avec les travailleurs du sexe, avec les différentes comités du gouvernement, etc. Qu'il y a, par exemple, un décret royal sur comment on dit en français, le bien-être au travail. Enfin, c'est pas le bien-être, mais sur le health and safety, en fait. Ok. En disant que voilà, si Santé et sécurité, on ouais. s'ouvre un bordel légal, il faut qu'il y ait de quoi se laver les mains, il faut qu'il y ait des capotes, il faut que les draps soient changés entre les D'hygiène. clients, etc. Voilà, les questions d'hygiène de base, comme il y aurait dans un hôtel, etc. Donc, en fait, la loi a été faite avec les travailleurs du sexe. Et donc, ce serait bien de voir donc, le travail que fait Utsopi, d'aller sur leur site web, il y a pas mal de développement. Et ce que disaient vraiment les activistes là-bas, c'est que c'est un processus en développement, en fait. Donc, en particulier pour les personnes plus précaires, pour les personnes qui travaillent à la rue, par exemple, comment les soutenir. Mais là où je trouve que les anti-travail du sexe sont assez fortes, c'est qu'on dirait vraiment qu'elles gagnent, alors qu'en fait, elles n'ont pas été capables d'implémenter le modèle suédois. Donc il y a la Suède et la Norvège qui étaient un peu les premiers pays, puis la France, l'Irlande, l'Irlande du Nord. Mais depuis, en fait, très peu de pays ont implémenté le modèle suédois. Et beaucoup ont proposé. Là, en Écosse, par exemple, il y a encore une proposition de pénaliser les clients. Les travailleurs du sexe se sont organisés et ont battu la loi. Donc ça ne va pas être implémenté. Et au Luxembourg, c'était pareil. En Espagne, c'était pareil. Et en fait, elles ont beaucoup échoué. Mais comme elles ont beaucoup de revenus et beaucoup de soutien institutionnel, elles continuent à pousser cette loi ou contre le travail en ligne, etc. Donc je pense que quelque part, peut-être je suis un petit peu optimiste, c'est bien Non, mais c'est on bien. voit à travers le monde, en fait, il y a plus de soutien pour la décrime. En Afrique du Sud, par exemple, il y a une proposition de loi qui est en train de se développer. Au Pérou, la loi est aussi très proche d'être acceptée. Au Mexique. Donc en fait, dans beaucoup de pays, la vraie question, c'est la décriminalisation, c'est pas la pénalisation des clients. C'est vachement une question qui est plus en Europe et dans certains comités, comme par exemple au niveau des Nations Unies, on a la spéciale rapporteure contre les violences faites aux femmes qui pousse vraiment qui est complètement transphobe, complètement anti-DDS, Ça, c'est qui une pousse catastrophe. vraiment pour... Mais elle s'affiche même avec tous les lobbies anti-avortement et tout, en mode C'est ça, donc, héritage c'est- fondation ouais. et tout. Enfin, Donc, Moi, je voulais peut-être décaler un peu le truc sur le sujet de la pornographie. Bah, déjà parce que c'est le nouveau front de la prohibition actuellement. On l'a vu avec le fait qu'il faille mettre sa CNI pour accéder à certains oui, c'est sites carte et tout d'identité. ça. Ouais. La justification de la protection des enfants pour compliquer la vie des personnes qui font du TTDS et tout ça. Mais il y avait eu aussi le scandale là, qui avait fait beaucoup parler et qui a servi de tremplin, qui était l'affaire French Bukake avec Dorsel et compagnie. Justement, en parlant de la place des syndicats, il y avait cette question. Très souvent, les studios de pornographie, les gros studios se cachent derrière le truc de « Ah, bah, on va faire une charte éthique
et on va la respecter. Voilà, sans inspection. Enfin, ils s'inspectent eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils inspectent leur propre studio et ils disent que tout va bien. Est-ce qu'un syndicat peut pas avoir un rôle à jouer dans le fait de créer un organisme indépendant de constitution de charte et comment dire, d'examen sur les tournages, de pouvoir intervenir à tout moment, venir vérifier que tout se passe bien et que les conditions de travail sont respectées. Voilà, c'est. Alors, oui, on a beaucoup travaillé sur la question. Déjà, deux choses. L'une, euh, la violence qui peut exister dans le porno a éclaté avec cette affaire-là que tu mentionnes. Pendant très longtemps, on a essayé de dénoncer plusieurs situations avec un barrage extrêmement difficile. Il y avait Jackie et Michel depuis très longtemps. Oui. Et il a fallu en arriver jusque-là pour que que ce soit dénoncé. C'est aussi un moment de rappeler à quel point on est réellement une communauté, qu'il y a des liens entre les différentes formes de travail. Le fait qu'il y ait un glissement de la rhétorique abolitionniste du travail, enfin full service, vers le porno, le TTDS, etc. C'est justement c'est le moment aussi, de rappeler à quel point, alors que il n'est pas toujours évident dans nos différentes branches et différentes manières de travailler, de voir le lien ou de solidarité qui est nécessaire, mais en réalité, on est toutes concernées par ces mêmes rhétoriques et par ces mêmes répressions parce qu'elles vont s'appliquer à une branche comme ça, à une autre de la même manière. Alors, plus précisément sur les questions ce que tu évoques, c'est l'idée d'un audit des tournages. Alors, éventuellement, mais ça serait vraiment plus une question pragmatique à mettre en place. Il y a une évolution énorme du coup, le TTDS, le porno, c'est le TTDS j'ai envie de dire d'antan, hein, mais bon, on n'a pas tous 25 ans. Mais non, il faut aussi prendre en compte qu'il y a une réelle évolution, ne serait-ce que technologique, de la scène. Il y a 20 ans, c'était des VHS. Hein, donc, le rôle des productions, le poids des productions qui était avant beaucoup plus important parce qu'il n'y avait pas de possibilité de virtuel sans faire carrière, sans entrer en tant qu'actrice ou acteur d'ailleurs, vis-à-vis d'une grande production. Maintenant, ce pouvoir-là a été transféré plutôt vers les plateformes, alors avec moins de dépendance directe sur la production de contenu, mais en même temps, du coup aussi beaucoup plus d'isolement pour les travailleuses. Oui. Donc, il y a vraiment énormément de questions dans l'évolution au cours de ces 15-20 dernières années sans même l'avoir, juste par la technologie même et par l'espace des pratiques, qui va de pair avec aussi le travail de rue versus escorting, Internet. C'est la même chose. La possibilité d'annonce Internet versus le travail de rue, ça date c'est relativement récent à l'échelle globale. Donc, oui, pourquoi pas des idées d'audit. Les chartes, c'est toujours bien de les faire, effectivement. En tout cas, ça, ne serait-ce que le fait que les productions aient eu l'obligation de les rédiger avec avec les failles que tu mentionnes, prouve déjà qu'il y a eu un rapport de force. Il y a plein d'idées. Les contrats aussi dans le Les porno, contrats. C'est aussi ça l'enjeu, quoi. Ah, exactement, les contrats. Et il y a plusieurs outils. Il y aurait beaucoup d'outils qu'on essaie qu'on aimerait développer. Il n'y a pas que les audits, quoi. Voilà. Et là-dessus, justement, Madeleine, toi, je ne sais pas si tu as travaillé avec des studios aussi, où tu as l'expérience à la fois en autonomie et avec des studios et tout, mais justement, au niveau de ces conditions de travail-là, en tant que TTDS, qu'est-ce que tu as observé justement à ce sujet-là et quels besoins justement tu trouves d'un point de vue politique
Alors moi, j'ai pas fait de studio. Mhm. J'ai uniquement travaillé donc seule de chez moi ou avec partenaires ou alors entre collègues. Donc effectivement, c'était très, comment dire, en autogestion. Donc ça a quand même ses avantages. On dépend de personne. Je peux comprendre aussi que d'un autre côté, ce soit pas l'option la plus sécurisante parce que, par exemple, tu peux avoir des dynamiques de pouvoir qui peuvent se jouer entre performeurs. C'est-à-dire que si, mettons, tu es une petite meuf qui a pas encore beaucoup d'audience et tu dois collaborer avec ce mec qui a des millions d'abonnés, etc., et tu viens chez Oui, lui le ou rapport de force dans est beaucoup plus direct et sans intermédiaire, quoi. en fait, voilà, c'est Ouais. ça, il y a pas d'intermédiaire, donc comment dire, le côté autogestion peut être très intéressant. D'un autre côté, selon à qui tu as affaire, ben, il peut y avoir, comment dire, Oui, un bah oui. danger qui se pose, quoi. Ça me fait penser au mec dans Marche Noire qui était un vrai Entre salaud. autres, Il y ouais, en a ou des beaucoup mecs comme abusé. Gattuso, allez, je m'en bats les couilles, je balance. Ouais. Mais voilà, c'est des mecs comme ça où en fait, tu sais pas vers quoi tu vas. Et il y a un peu, comment dire, le dilemme qui se pose entre ce mec va me ramener beaucoup de thunes et d'exposition, mais c'est potentiellement dangereux. Et en ce sens, Mm. j'ai l'impression que on est, comment dire, à une sorte de carrefour où c'est essentiel pour les travailleuses du sexe en ligne de sortir de l'isolement et de se renseigner sur comment s'organiser pour faire valoir nos droits, quelles sont les pratiques à mettre en place pour se sécuriser le plus possible, que ce soit vis-à-vis des studios, que ce soit vis-à-vis de nos collaborations ou que ce soit vis-à-vis de nos droits au travail, enfin dans le travail tout court, quoi. Mais oui, mais bah, moi, peut-être je vais me tromper, mais je te relance sur. C'est que là, on parlait des gros studios de pornographie et tout ça à qui on réclame des comptes. En vérité, est-ce qu'on pourrait pas dire que de la même manière que la télé est en perte de vitesse avec le numérique et YouTube, les gros studios eux-mêmes sont un peu en perte de vitesse par rapport à des plateformes comme OnlyFans? Carrément, si, si. Et est-ce qu'on retrouve pas aussi un modèle de la même manière que la TV se recompose par une autre passerelle qui est Webedia pour les youtubeurs qui offre des kits tout prêts, signés, il n'y a plus qu'à signer pour voilà, gestion de carrière, management et tout ça. Une question qui revient beaucoup avec OnlyFans, c'est les managers OnlyFans et le système de prédation, presque de holding de stars, où Ouais, on va grosse les... peur. Voilà, une fois qu'on les a dans l'écurie, on les fait tourner avec les gens de l'écurie et surtout pas, il faut surtout pas sortir du cadre, aller s'adresser à d'autres personnes et tout ça. Toi, je pense que t'as pas du tout été dans un truc de management et tout ça, Mm. mais est-ce que tu as des retours peut-être pour expliquer ce qui se passe vis-à-vis d'OnlyFans? C'est-à-dire? Bah de juste ce système de management, comment il s'installe et genre, quelle forme il prend? Ben, en gros, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des mecs qui vont démarcher des meufs, qu'elles soient déjà travailleuses du sexe ou non, en leur faisant des promesses de revenus faramineux. Donc, on sait très bien à partir de là que c'est du bullshit. En gros, ils vont un peu gérer. C'est presque de l'impersonnation à ce stade. Ils vont gérer complètement la page des modèles, que ce soit le chatting, que ce soit même jusqu'au conseil fiscal ou ce genre de truc, administratif, le fait de programmer les posts, de dire tu vas faire tel post à tel rythme, tel danse TikTok qui est viral en ce moment. Et là encore se pose la question du droit, parce que je pense que, comment dire, il y avait eu un truc sur la loi influenceur de 2023. Mm. Et me semble-t-il que au niveau des OFM, ils peuvent être concernés par cette loi. Et je Ok. pense que justement, c'est important parce qu'on n'est pas très renseigné à ce sujet-là, mais de mettre en place des mesures, des intendances ou ce que tu veux, pour justement se renseigner à ce niveau-là. Parce que, en fait, dans le numérique, le TDS peut avoir une place très importante. À partir de là, justement, ben, comment on établit les définitions de ce Ouais. qui va comment dire, concerner ou non le TDS dans l'influence. Et même pouvoir retourner le rapport de force, puisque Ouais, carrément. ces managers qui, normalement, en manager, c'est toi qui l'emploies Ouais, en tant que justement. que chanteur, Ouais, etc. ouais, ouais, Et il se transforme justement en patron et il c'est n'y a pas ça. vraiment de recours pour imposer le retour à un rapport de force où si j'emploie quelqu'un, c'est mon employé. Voilà. Exactement. Mm, mm. Mais ouais, et je pense qu'il faut un peu diguer les lois à ce niveau-là parce qu'il y a des trucs qui sont déjà applicables, mais les TDS actuellement n'ont pas forcément les outils en main pour se renseigner à ce sujet. Et c'est là on voit aussi l'impact de la moralisation du travail du sexe. Que, OnlyFans, c'est une compagnie britannique. C'est une des plus profitables. Je crois que leur chiffre d'affaires pour 2024, c'était 7 milliards de dollars.
C'est il n'y a énorme. aucune conversation au Royaume-Uni. Alors qu'au Royaume-Uni, en ce moment, c'est genre où il faut couper les aides au logement, il faut couper les aides ici et là pour financer l'armée et la défense contre la Russie. Mais il n'y a aucune conversation avec OnlyFans sur comment on travaille ensemble pour protéger les droits des personnes qui utilisent les plateformes. Parce que c'est le travail du sexe, c'est la pornographie, donc on ne veut pas en parler. Et pendant ce temps, tu as les plateformes comme Pornhub, par exemple, qui ont aussi été sous le coup des attaques des groupes chrétiens, fondamentalistes, etc., qui Exodus disaient Cry, tout effectivement, ça. voilà, Ouais. il y a de la violence sexuelle sur les plateformes, il y a de l'exploitation, il y a comment on dit en français, du contenu pédopornographique, etc. Donc il y a eu cette grande campagne contre Pornhub qui a été obligée de changer ses règlements internes, Ouais. de virer 80% de leur contenu. Mais il n'y a aucune conversation vraiment basée sur les faits, sur les droits des travailleuses du sexe, comment bosser avec les plateformes. Et du coup, ça crée ce chantier dans lequel les travailleuses ne sont pas respectées, et elles sont plus à risque d'exploitation. En Oui, fait, parce on a que l'impression. Pardon, je t'en prie. Ouais, Non, mais vas-y, Madeleine. Ouais. oui, vas-y, J'ai vas-y. l'impression qu'en fait, le rapport de force se fait plutôt sur là où est l'argent. C'est-à-dire que ce que tu as mentionné, l'affaire Trafficking Hub, le rapport de force s'est joué vis-à-vis des prestataires de paiement, en l'occurrence. C'est-à-dire que l'affaire a explosé à ce moment-là. Donc, c'était le New York Times, si je dis pas de conneries, qui a relayé l'affaire. Et en gros, il y a eu une pression énorme des groupes catholiques. Donc, c'était Exodus Cry vis-à-vis de Visa et Mastercard. Et c'est eux ensuite qui sont intervenus pour changer les règles de comment la plateforme devait fonctionner. Ce qui a eu un impact très lourd, matériel, sur les travailleuses du sexe. Ouais. L'élément sur les Mastercard, comme tu disais, c'est vraiment intéressant parce que ce groupe Exodus Cry, qui est un groupe je crois, qui est basé au Texas, qui est vraiment chrétien fondamentaliste. Genre, quand tu vas sur leur site web, ils demandent aux gens de prier pour les victimes de la traite, mais aussi de faire un chèque de $10, de $100, de $500. Ils font un revenu énorme en disant voilà, la traite des êtres humains, la prostitution, le pornographe, tu vois, l'industrie Puis à pornographique. côté de ça, ils sont pro-life, homophobes, Ah oui, la totale. Et c'est les mêmes en Écosse, par exemple, quand il y a eu la proposition de pénaliser les clients. Il y avait Exodus Cry qui bossait avec les membres du Parlement écossais socialiste, a montré un film sur la traite des êtres humains. Donc il y a vraiment toute une espèce de mouvance comme ça, surtout des Américaines, groupes fondamentalistes. Et récemment, j'étais à New York avec d'autres activistes pour des meetings des Nations Unies. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que c'est la semaine Committee on Status of Women. Donc c'est une semaine dédiée aux droits des femmes, etc. Et donc différents pays et différentes ONG bossent ensemble pour présenter des événements. Et ce qui était assez incroyable, c'est que tu avais le Vatican qui proposait la pornographie, ce fléau mondial, comment s'unir pour faire valoir les droits, tu vois, voilà. Donc contre la pornographie. Et le lendemain, tu avais la France avec je sais plus quel comment ça s'appelle, Berger ou je sais plus qui, qui avait exactement la même chose, qui disait la France, le débat, le combat contre la pornographie. Et ce qui était fou, c'était que c'était l'année où la France avait passé le droit à l'avortement dans la Constitution. Donc on est là à New York avec Trump qui se bat contre l'avortement, etc. La France pourrait être là en train de dire nous, on s'est battu pour le droit à l'avortement dans la Constitution. Non, le plus gros chantier, c'est la pornographie. Et c'est là où tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle suédois, une partie du mouvement féministe étatique qui a les mêmes valeurs que les groupes anti-avortement, anti-LGBT d'extrême. Après, peut-être que c'est tout simplement parce qu'en termes de complications de la vie, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient pour les travailleurs du sexe. Là, ils s'attaquent aux télétravailleurs du sexe maintenant. Mais voilà, la pornographie, voilà. Mais après, il y a beaucoup le prétexte de on défend les enfants et tout ça. C'est vrai que des fois, il y a un peu ce truc de merde, comment on s'y prend? Est-ce qu'il faut revenir au bon vieux contrôle parental et tout ça vis-à-vis de cette question? Je sais pas. Voilà. Oui, sur le prétexte qui est toujours employé de la protection des mineurs, c'est vrai que ça fait partie vraiment, mais c'est comme dans toutes les paniques morales. Et c'est vrai que comme c'est un argument très émotionnel, comment y répondre d'un point de vue pragmatique et encore une fois sur la protection des travailleurs. Sans Enfin, je sais pas si vous passer avez pour un une peu- personne qui va être pro-exploitation des femmes ou pro-sexualisation des enfants. Et c'est justement tout le dilemme dans nos luttes, c'est qu'on veut faire valoir nos droits, mais en même temps, il faut réussir à jongler pour se justifier un peu, se laver du fait que non, on n'est pas pour la sexualisation des enfants, tout comme on n'est pas pour la défense des proxénètes ou des clients violents en ce qui concerne les prostituées. Donc c'est vraiment en fait un espèce de jeu de diplomatie d'équilibriste par rapport à ça, quoi. Mais par contre, là, on a parlé d'Aurore Berger et tout, on a parlé des féministes de gauche.
Par contre, il y a une proposition qui nous est arrivée de l'extrême droite récemment, Ah oui. Oui. de Jean-Philippe Ah, Tanguy. Oui. C'est une proposition, je crois, de rouvrir les maisons closes. Un truc. Je sais que ça a été présenté comme ça dans la presse. Maison close, ouais. Ouais, type, voilà. Et alors, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve dans une. Enfin, comment on se fait pas enfermer aussi dans cette polarisation droite-gauche où du coup, pour être vraiment de gauche, il faudrait être anti-TDS et en fait, la droite est totalement libérale sur ce sujet-là. Déjà, qu'est-ce qu'elle contient vraiment cette proposition et en quoi c'est pas exactement le modèle qu'on défend. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire contre, quoi, globalement. Bah, alors, il y a beaucoup, Eh ben, allez-y. il y a beaucoup de The choses floor à is dire. yours. Tu veux commencer ou tu veux que je commence J'y vais. Ok. Parce que cette loi, elle m'a. Enfin, vraiment, moi, ça m'a énervé. Mais bon, parmi la multitude de choses qui peuvent nous énerver, bon. En tout cas, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le Rassemblement national qui va faire une PPL, une proposition de loi sur le travail du sexe. On attendrait plutôt, enfin, je sais pas vous, peut-être moi en tout cas, que ce soit la gauche qui fasse des Ah bah oui. propositions et que ce soit la gauche qui s'empare de ce sujet afin de réfléchir en fait aux conditions. Bon, déjà, c'est l'extrême droite et donc on sait que cette loi, cette proposition de loi telle qu'elle a été formulée, elle a un soubassement, elle a un fondement qui est immensément raciste. Oui. Oui. En fait, c'est la base même du réglementarisme, c'est-à-dire que la réouverture de maisons closes, en plus on est dans une espèce de flou juridique. Je pense que Jean-François Tanguy lui-même, il savait pas trop où il allait avec ça. Mais oui, pour la sécurité des travailleurs du sexe, parce que en fait, le motif sécuritaire va cacher une rhétorique en fait raciste. Alors on va ouvrir les maisons closes, les personnes vont être en sécurité, vous allez voir, ça va être super, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un permis pour travailler dans ces endroits-là, ça veut dire que c'est l'État qui gère, ça veut dire qu'il faut se soumettre à un ensemble de contrôles, donc qu'on réinstaure une forme d'hygiénisme social qui était l'hygiénisme du 19e siècle, hein. Enfin vraiment, c'est un immensissime retour en arrière d'un point de vue législatif, et qu'on va faire passer ça pour quelque chose de positif. Et nous, on se soucie de la prostitution, on se soucie des conditions de travail des travailleuses du sexe, parce que Jean-François Tanguy, je crois qu'il a été quelque temps au bus des femmes. Je ne sais pas à quel point il a été, je crois, hein. Non? Ah bah non, pas du tout. Ok. Bon bah, il me semblait. Mais je crois, oui, que dans une interview, Il me semble qu'il l'a dit. il en tout disait cas. qu'il avait, ou alors qu'il avait suivi le bus des femmes, ou je sais Ouais, plus. ouais. mais En tout que, cas, bon ouais. voilà. Il a suivi un bus. Donc, Il était derrière le bus. Il y avait des femmes. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est au-delà de ça, c'est qu'il le dit et que Mais oui, il donc, donne une caution un peu de militant, entre guillemets. exactement. Ouais, Et en fait, il va dire quelque chose alors qu'on sait très bien que ce que se recèle cette loi, ce sont ces mécanismes-là sécuritaires, répressifs et de plus grand contrôle, en fait, de disciplinarisation des corps des travailleurs du sexe. C'est Oui, c'est comment ça. on nous enferme plus et comment on exclut, on plonge dans la clandestinité les personnes qui ne vont pas avoir le droit de travailler. Oui, c'est ça. Ouais. Il y aura les maisons closes respectables avec des blancs moustachus comme dans les années 1900 qui viennent et des poulettes en jupon. Et il y aura la rue où on peut passer comme ça presque au tractopelle, récupérer tous les gens qui traînent. Enfin, vraiment ce truc de on va opérer un tri Oui, c'est ça, c'est un tri. et ça va être beaucoup sur plus la facile pour respectabilité. nos forces de l'ordre Tout à fait. de D'arrêter, pouvoir faire des d'expulser. rafles en fait. Tout à Oui, fait, voilà. oui, voilà. oui. Bon contrôle aux faciès. Mm. C'est ça. Puis même, enfin, c'est pas du tout ce qu'on réclame. C'est pas du tout ce qui est pertinent comme projet politique dans un contexte de décriminalisation du travail du sexe. Enfin, il y a eu des questions par exemple, de coopératives autogérées qui seraient des modèles beaucoup plus pertinents. En fait, nous, ce qu'on voudrait, je crois, c'est de pouvoir organiser en fait nos propres forces de travail, enfin, de nous organiser nous-mêmes parce qu'on sait. Nous sommes les mieux placés pour dire ce qui est pertinent pour nous en termes de modèle juridique, en fait, pour nous organiser, pour travailler. Donc, ces coopératives Bordel autogérées, autogéré. voilà, ça peut être une piste, mais la proposition du RN, elle est, enfin, de toute façon, bon, voilà, mais elle est évidemment hors sol. Enfin, évidemment, elle a aucune pertinence, quoi. Ouais. J'aime bien la boutade, on ne veut pas des maisons closes, on veut des maisons ouvertes. En fait, il n'y a pas de... C'est... La proposition, il n'y a rien à en retenir. Encore une fois, on est incapable de nous... J'ai envie de dire, nous foutre la paix. Si on n'est pas capable de penser, enlever la répression sans réfléchir à un autre moyen de contrôle ou de gestion de notre travail. Quand on parle des crimes, c'est l'idée de simplement retirer les lois répressives qui nous freinent et qui nous mettent en danger et qui nous répriment,
On n'a pas besoin qu'on nous organise pour nous notre travail. On n'a pas besoin qu'on nous mette dans des maisons avec des règles. On n'a pas besoin qu'on nous rajoute des règles sanitaires. Tu l'as mentionné. Les règles, les maisons closes, ça renvoie à un contrôle d'une brutalité phénoménale et qui enferme dans un statut avec une extorsion étatique, c'est du racket étatique avec des contrôles sanitaires qui étaient payantes et extrêmement chères. Donc, cette idée-là, et puis je ne vois absolument pas l'intérêt. De quelle mesure est-ce qu'on serait obligé... Qu'est-ce qui apporterait le fait d'avoir besoin de nous enfermer dans une maison pour le dire de manière caricaturale. Mais en gros, cette idée d'avoir à encadrer le travail n'a aucune... c'est une autre forme de répression en réalité. Moi, j'ai l'impression que c'est l'imaginaire culturel passéiste. Voilà, c'est les agénésiques. Oui, ils veulent revenir à ça oui, et ça leur plaît beaucoup. On sait bien que ça n'a pas fonctionné. Donc là, Oui, bah oui, on enfermait les gens. Enfin, c'est le délit de racolage. Voilà, il y avait des rafles et on les foutait dans des asiles. Enfin, je sais plus comment on appelait les maisons d'indigence ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai question pour relancer sur ce truc-là. Est-ce qu'ils ont tenté de... Parce que j'ai vu plein de gens instrumentaliser justement cette proposition pour dire ah bah vous voyez bien, regardez la lutte pour les droits, c'est un truc qui parle au RN et qui parle pas à la gauche. Est-ce qu'ils ont essayé de vous approcher ou alors est-ce qu'ils ont juste fait leur proposition? Alors, de toute manière, à l'heure actuelle et depuis je ne sais plus quand, la commission, le groupe de travail prostitution à l'Assemblée nationale est présidé par un membre du RN. Ah d'accord. Ce qui ne nous arrange pas des masses. Ok, vous savez. Oui. Nous approcher, il me semble. Nous, on n'a pas d'intention de discuter avec eux. On n'en voit pas le but. Et cette proposition, il n'y a rien à en retenir. Ok, c'est clair. Oui, et du coup, en termes de modèles concurrents, tu parlais du coup du fait que c'est quand même mieux que ce soit complètement décriminalisé, qu'il n'y ait pas de régulation, etc. J'imagine que se posent quand même des questions générales d'accès à la santé, de garantie justement de bonnes conditions de travail. Comment est-ce qu'on compose entre justement la décriminalisation et en même temps une garantie de bonnes conditions de travail? Est-ce que dans le sens où est-ce que la garantie de bonnes conditions de travail n'implique pas une forme de réglementation? C'est là où je veux en venir, tu vois. Et en fait, à quoi ça ressemble en fait sinon? Non. Moi, je dirais oui. J'ai pas Juste pour être un peu... Non, je parlais avec les collègues de Nouvelle-Zélande, donc le collectif des prostituées de Nouvelle-Zélande, qui était responsable de la décrime là-bas. Et elle me disait, oui, effectivement, c'est la décrime au sens que le travail du sexe est retiré du code pénal, code criminel, etc. Mais il y a une forme de régularisation des façons de travailler. Par exemple, ce que je disais, par exemple, un bordel doit avoir des préservatifs disponibles, doit changer les draps entre chaque client, etc. Donc, c'est un peu les mêmes règles qu'il y aurait pour un autre business, mais ça vient du code du travail plutôt qu'un code spécifique pour le travail du sexe. Donc, par exemple, en Allemagne, tu as la loi de la Prostitute Protection Act, la loi de protection des prostituées d'il y a quelques années, qui renforce ce côté vachement... coercif de la loi, qui est très protectionniste, en disant voilà, maintenant les TDS, il faut qu'elles aillent une fois par an chez un psy, voir si elles sont suffisamment OK mentalement pour faire le travail du sexe, il faut qu'elles fassent des tests de santé sexuelle, etc. Et donc ça, effectivement, on est contre. Par contre, je pense que la décrime, c'est un principe très simple, dans le sens où on retire le travail du sexe. Voilà, la police n'a plus rien à voir avec nous, c'est le code du travail. Et après, chaque pays peut décider internellement ce qui marche bien. L'inspection du travail. Voilà, l'inspection du travail, c'est aussi. Et ce qui marche bien en Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est qu'il y a les SOOB, Small Owner Operated Brothels. Donc, tu as 3-4 TDS qui veulent bosser ensemble. Tu n'as pas besoin de faire une demande à la mairie, voilà, je voudrais ouvrir un bordel. Voilà, toutes les 4, on va aller bosser ensemble. Hop, on loue un appartement, on travaille ensemble et c'est fini. Et après, effectivement, c'est à nous de faire que les conditions de travail soient bien, etc. Par contre, dans les bordels qui sont plus officiels, dans lesquels tu as un patron avec peut-être une dizaine de TDS, là, tu peux aller à l'inspection du travail s'il y a un problème. Et donc, il y a un cas assez connu
où une travailleuse du sexe a été victime d'harcèlement sexuel par son patron, qui, je ne sais plus les détails, mais lui mettait la main au cul, un truc comme ça. Et elle a dit, mais écoute, c'est pas parce que je suis TDS et que je bosse chez toi que tu peux me traiter comme ça. Ouais. Elle est allée à l'inspection du travail. Voilà, ils ont fait un compte rendu et il a été jugé pour 15 000 $ de frais. Voilà. Ouais. Et c'est des choses qui peuvent se passer. Et ça, c'est des choses. On parle tellement des clients, la pénalisation des clients, le modèle suédois, qu'on parle pas en fait vraiment du vrai problème, qui est le problème de l'exploitation, des patrons, etc. Ouais. Et là, dans le modèle de criminalisation, c'est là où les travailleurs du sexe sont plus à risque d'exploitation parce qu'en fait, il n'y a aucun droit. Et j'avais un cas précis d'une collègue, je bossais à Londres, et j'avais une collègue qui bossait dans un bordel un peu chic comme ça, un peu, donc les clients c'était un peu les gens qui bossaient à Westminster et tout. Et le bordel était tenu par une femme, une ancienne TDS. Elle avait 5-6 TDS et c'était surtout des dominantes et submissives. Et il y avait des problèmes où la patronne refusait. Donc, par exemple, si je suis TDS et que je refuse de voir un client, elle autorisait pas ça. Elle disait non, il faut absolument que tu vois ce mec. Ouais, mais j'ai une mauvaise expérience. Non, il faut que tu le vois. Et en fait, elle avait quelle solution? Soit elle allait à la police en disant cette personne me force à faire des clients. La police, elle y va, elle ferme le bordel et c'est fini. Oui. Ou alors tu acceptes les conditions de travail, ou alors tu vas chercher ailleurs en fait. Et ça, c'est la vraie question des lois sur le proxénétisme, c'est qu'en fait, ça renforce l'exploitation des TDS plutôt que de donner plus de droits aux travailleuses du sexe. Donc j'espère qu'un jour, on arrive à passer au-delà de la question des clients. Non, les clients, on s'en fout. Les clients, il n'y a aucun problème. Enfin, il y a des connards comme dans tous les services. Le vrai problème, c'est la question du proxénétisme en fait. Et donc là, je sais que il va y avoir un lancement de loi la semaine prochaine au Sénat. La question du proxénétisme sera vraiment intéressante parce que c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, que profiter du travail sexuel, c'est pas forcément négatif. Il y a beaucoup de travail du sexe qui préfèrent, tu vois, elles ont leurs gamins, elles ont leur vie, etc. Elles veulent bosser 3 jours dans un bordel, elles veulent pas dealer avec les factures d'eau et tout ça. Elles veulent juste bosser 3 jours et avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ce côté-là. Mais ça, cette conversation, on est vraiment loin de l'avoir. Ouais. Ok, intéressant. Je sais pas si tu avais une relance en tête. Non, là, pas spécifique. On arrive un peu sur la fin, non? Je pense qu'on arrive après, tranquillement sur la fin. Je sais pas pour s'il y avait un dernier truc pour revenir aux enjeux liés au TTDS. On a un petit peu effleuré, mais on n'a pas beaucoup creusé sur la façon dont c'est aussi utilisé comme fer de lance de la fin en fait de l'internet libre et en fait comme aussi un cheval de Troie de censure et de ramassage massif de données. La palantisation de la société. Palantirisation. Oui. Et comment est-ce que est-ce que tu penses, Madeleine, que aussi les TTDS peuvent, s'il peut y avoir une voix qui est portée par les TTDS, ça peut être aussi une voix qui, tout comme, je sais pas, un bon exemple avec le Stras, où on a une parole politique qui est aussi fondamentalement anticapitaliste, qui est ancrée politiquement, qui aurait une voix aussi pour que les TTDS puissent apporter aussi cette politisation sur la question de la liberté d'Internet et tout. Oui, carrément. Et je pense que plus que jamais, en ce moment, c'est le moment pour apporter une convergence des luttes, déjà entre toutes les travailleuses du sexe, mais aussi entre tous les travailleurs, en fait. Et c'est pour ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Amar. En fait, les travailleurs ont aussi besoin de nous. Et là, en ce moment, tout le dilemme qui se pose, et ça date déjà depuis Sesta Fosta, c'était 2018, si je dis pas de conneries, où on a commencé à avoir une surveillance massive en ligne parce qu'il s'agissait de réguler en fait tout ce qui se postait sur Internet pour vérifier que ce n'était pas un moyen, de proposer une forme d'exploitation Même sexuelle. sur YouTube, tous les contenus d'éducation sexuelle ont été supprimés sous couvert que du coup il y avait des sujets sensibles, des mots sensibles, et plutôt que de prendre la peine de les modérer un par un, parce que de toute façon le travail aurait été faramineux, on a juste commencé à faire une censure de masse sur tout ce qui concernait la sexualité, l'expression de genre, les orientations sexuelles, l'éducation sexuelle, l'art aussi. Et c'est posé aussi, du coup, fatalement, la question de la pornographie, etc. Les petites annonces pour les prostituées, genre c'était Craigslist, je crois. Ils ont fermé des pans complets du site à ce niveau-là. Là, il y a Wannonce chez nous qui. Oui, des trucs comme ça, des trucs d'annonces, etc. Et là, tout ce qui se pose actuellement concernant DSA. Digital Service Act, qui est au niveau de l'Union européenne. C'était UK. Oui, c'est UK, oui. Mais du coup, ils veulent implémenter des trucs similaires de toute façon en Europe. Aux États-Unis, c'est tout ce qui va être COSA et Earn It Act. La restriction pour les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et en fait, tout ça implique
une surveillance globale de tout l'Internet et de tous ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'au nom de la protection des enfants, là, on est en train de passer des lois de sorte à vérifier absolument tout le monde sur Internet. Oui. Et encore une fois, on en revient à ce truc. Vouloir se dresser contre ça, c'est prendre le risque d'être accusé de ne pas vouloir protéger les enfants. Du coup, c'est un peu compliqué en fait de mettre tout ça en perspective et de proposer vraiment des solutions pertinentes par rapport à ça, quoi. Donc je pense que justement là, le but actuellement, c'est de s'unir et de dialoguer le plus possible, de sensibiliser les gens le plus possible aux réalités du travail du sexe, à tous les enjeux concernant la censure, la surveillance, le contrôle de masse, etc. Donc oui, moi je suis vraiment très partante pour qu'il y ait vraiment un dialogue qui s'opère, qu'il y ait une sensibilisation qui s'opère, une éducation qui s'opère. Et ouais, je pense qu'on est quand même en bonne voie. On est quand même en bonne voie là-dessus. Donc, je suis contente. J'essaye d'être optimiste. Comme toi, Lucas. Quand c'est censé être le panel de la lutte, il faut quand même avoir de l'entrain pour Il faut lutter. lutter. Et on commence à lutter. Les TTDS, elles commencent à s'y mettre aussi. Je suis très contente. Ça, c'est cool. Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un, Super Kuka, qui dit inviter la quadrature du net sur le sujet. En vrai, moi, je trouve que il y a un croisement à faire où eux ont peut-être les solutions techniques à aborder. Vas-y. J'allais juste finir en fait la conclusion que je me suis faite il y a quelques temps, c'est qu'en fait les travailleurs et travailleuses du sexe full service, etc., ont depuis longtemps des structures, une expérience que ce soit matériellement ou politiquement, qui fait qu'en fait il y a déjà une base hyper solide sur laquelle nous, télétravailleuses du sexe, on peut s'appuyer. Et nous, de notre côté, travailleuses du sexe, on a une audience, on a les codes des réseaux sociaux, on a accès à certaines personnalités ou certains médias qui font que... le risque de la perte de l'anonymat, etc. On a aussi un peu, même si le dilemme se pose un peu, mais il y a des personnalités. Enfin, moi, par exemple, je sais que ça fait des années que je travaille à visage découvert. En fait, j'ai pas de problème à porter les messages et j'ai une audience assez large pour le faire. Et je pense que tout ce qui se fait au niveau de la création de contenu actuellement, c'est un outil hyper important pour pouvoir porter nos luttes. Grave. Non, c'est un exemple d'Inde, par exemple. Genre, je parlais tout à l'heure de l'association d'IMSI en Inde à Calcutta. Donc, il y a un bordel comme ça avec 40 000 TDS qui bossent. En fait, c'est une ville entière à Calcutta qui est que des TDS et tout ça. Et elles ont créé un système, en fait, pour se battre contre l'exploitation et se battre contre l'exploitation des enfants. Et c'est une sorte de façon autogérée on sait que cette personne-là a été victime de la traite, on sait que cette personne-là est mineure, donc on travaille ensemble pour identifier. Et ce qui est fou, c'est que sur les questions de travail du sexe en ligne, d'exploitation des mineurs, de violences sexuelles, etc., les travailleurs du sexe sont les premières placées pour faire partie de cette conversation-là. Et à l'époque, quand j'étais le directeur du réseau européen SOA, on bossait justement avec des assos comme la quadrature du net, c'est ça le nom mais aussi les associations de défense des droits des enfants. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a de plus en plus de divergences entre, d'un côté, les associations de droits des enfants et de l'autre côté, les associations de droits numériques qui apparemment n'arrivent pas à avoir une conversation ensemble et dire comment on peut bosser ensemble avec les DDS pour créer des choses en commun plutôt que de se battre les uns contre les autres. Donc j'espère qu'on peut réussir à bosser justement avec l'association de droits digitaux comme EDRI en Europe, qui est vraiment très en faveur des TDS, mais aussi les droits des enfants, parce qu'il y a cette question où de plus en plus des acteurs, comme tu disais Mastercard par exemple, ont un pouvoir énorme sur le contenu qu'on peut voir. Là, juste un exemple assez drôle, c'est que... Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, mais il y a 2 jours, le House of Lords au Royaume-Uni, ils ont voté que maintenant... Le contenu pornographique avec des fausses relations de famille. Les stepmothers. Parce qu'avant, c'était les directions directes. Donc, tu ne peux pas dire oh daddy, fuck me. Non, là, c'est plus possible parce que Mastercard dit que c'est dangereux, etc. Maintenant, c'est même stepdaddy et tout. Alors, et du coup, maintenant, ça va être dad's friend. C'est ça. Et il va toujours y avoir des façons de contourner, en fait. Et nous, on pourra toujours contourner, mais ils vont toujours trouver. En fait, ça renforce. Et quelque part, il y a la question vraiment extrêmement importante de violences contre les enfants, de l'inceste, etc. Mais il débloque, il change la conversation sur le pornographie. Bon, bref, c'est la... je trouve que c'est... Je sais pas s'il y a des trucs qu'on n'a pas encore abordés et que... Est-ce qu'on n'a pas pensé à des choses ? On a oublié des choses. Le dernier petit tour de la fin, si on a oublié des trucs. Ouais. Ou... Le combat continue. Ça va. Moi, je pense qu'on a abordé pas mal de trucs.
Bon, en tout cas, le chat, j'espère que. Pardon, oui, j'oublie que ma caméra elle est là. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a motivé pour militer, pour alerter, pour en parler aussi à vos camarades, parce qu'on a quand même pas mal de militants sur le chat. Hein. Donc voilà, et puis après, on va passer à la dernier petit passage un peu détente. On va faire je voulais faire une tier list, mais j'ai pas eu le temps de la préparer. Mais un petit top des arguments des abolos. Et un peu des pires arguments et des meilleurs, entre guillemets. Donc voilà, on va passer sur l'autre setup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était hyper intéressant. Moi, juste un dernier truc. Si jamais il y a des personnes qui font du travail du sexe et tout ça, et qui cherchent justement à avoir des gens, à vous contacter et tout ça, comment ils s'y prennent Ça dépend de pourquoi, en fait. Ouais. Par exemple, le service juridique. Il y a mail et numéro de téléphone. Voilà. Mail, numéro de téléphone. Ok. D'ailleurs, j'ai On est une là. question. Des Sachant que le premier alinéa de la définition de proxénétisme, c'est aider, assister la prostitution d'autrui. Et du coup, comment le Stras s'en sort vis-à-vis de ça? Le Strat est proxénète. Ouais, ça, c'est ce qu'ils disent beaucoup, justement. Mais comment vous arrivez à vous en On n'aime sortir? pas la prostitution, on n'aime pas. On ne D'accord. contribue pas Ok. à l'acte de quelque Oui, manière. on Mais ça a n'encourage été- c'était pas, un cas. Non, vous avez été. Il y a eu un procès. Alors, on a gagné un procès en diffamation Trop bien. où justement on nous a accusés Ouais. d'être proxénètes et on a gagné ce procès en diffamation, ce qui en creux confirme que nous ne le sommes pas. Nous défendons les droits, nous défendons les personnes, nous défendons nos droits. On ne participe pas, on ne donne pas de conseils pour entrer, pour apprendre le métier, on ne fait pas de formation, Oui. quoi que ce soit. Formation pipe. Mais ce n'est pas le. Comment dire? C'est la définition du proxénétisme est tellement ridiculement large Oui, que voilà, si c'est on pour voulait ça. de mauvaise foi, mais en tout cas juridiquement c'est acté qu'on ne l'est pas. Ok, trop bien. Mais oui, j'ai Et, vu c'est que et ce n'est pas. Et ça crée la situation dont on parlait au départ des droits de base. Si une personne veut se prostituer, elle ne peut pas demander de conseil à qui que ce soit, parce que la personne, du coup, est criminelle. Et donc, tu crées une situation de vulnérabilité. Il y a des personnes qui font le choix. OK, demain, je veux commencer à faire du télétravail du sexe ou du travail du sexe direct. Si tu lui donnes un avis, par exemple, prends l'argent d'abord, fais attention, tu vois, genre tous les conseils de base que tu devrais avoir quand tu commences à te prostituer, tu n'as pas le droit de les donner, sinon tu es proxénète. On apprend Oui, tout ça, sur le c'est tard. l'isolement, en fait, des personnes. Ouais. C'est ça. Exactement. Mais oui, le même dilemme se posait avec, je crois que c'était Médecins du Monde, où du coup, il faut un peu jongler pour pas tomber sous le coup du proxénétisme, etc. Et moi, je me demandais un peu comment ça se passait au niveau du Stras, mais trop bien l'affaire. Franchement, incroyable. Mais effectivement, on est limité. Enfin, on est obligé de Bah, faire attention. Ouais, voilà. c'est Très, ça. enfin, chose que dans d'autres dans d'autres secteurs, la question ne se poserait pas, mais précisément, c'est quelque chose où on doit faire extrêmement attention sur la manière d'agir. Bah, d'apporter, ouais, votre. Bah ouais. Mais on doit finir, mais du coup, j'ai une dernière question qui me vient. C'est que s'il y a vraiment ce truc où il faut faire très attention de pas tomber dans cette catégorie de proxénétisme, quid de la prévention, expliquer comment moins prendre de risques et tout ça. Bah, c'est le problème. Bah ouais, en fait, on peut C'est- pas faire de prévention parce que c'est déjà parler des Le actes en soi. proxénétisme, mais en désignant certaines personnes comme auteurs ou autrices de proxénétisme, bah, ça efface toutes les infractions possibles et aussi toute la prévention possible derrière. C'est ce que disait un peu Lucas en disant, bah voilà, en fait, il y a un isolement, et les personnes sont rendues plus clandestines clandestinisation, ça se dit. Bon. Allez, on va parier que oui. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Et c'est un instrument juridique qui est utilisé pour isoler les personnes, les travailleuses du sexe, et pour les rendre plus vulnérables, en fait. Oui. En fait, il n'y a pas besoin de cet instrument-là juridique sur le proxénétisme. En fait, il n'y a pas besoin. Parce que là, aujourd'hui, le proxénétisme, il criminalise les travailleuses du sexe. Donc, il n'y a pas besoin de ça. Enfin, le fait que, voilà, par exemple, il y a des personnes qui sont capables, dans certains pays, de s'organiser entre elles pour leur propre sécurité et de faire un micro-bordel, c'est ça? Ça témoigne en fait qu'il y a ces formes-là sont possibles. Et il n'y a pas, enfin, ce truc-là, on vous brandit le proxénétisme pour lutter contre la traite. Enfin, voilà, c'est un épouvantail juridique qui cherche à cacher plein de choses, notamment sur des questions de traite et tout. En fait, il n'y a pas de vide juridique.
sur la prostitution, sur le travail du sexe. Il n'y a pas besoin de ces lois-là. Elles visent notre communauté directement. Elles nous empêchent de nous soigner, elles nous empêchent de nous loger, elles nous empêchent de faire communauté, elles nous empêchent de plein de choses. Et du coup, ça ne sert à rien. Voilà. Surtout, la question se pose de à qui ça profite quand les travailleuses du sexe sont en telle situation de vulnérabilité. Enfin, les abolos qui qui se revendiquent du féminisme, en fait, elles se retrouvent à... Oui, non, clairement pas. Oui. Mais du coup, en fait, on se retrouve avec des hommes et des femmes en situation d'hyper-vulnérabilité. Ça ne profite pas du tout aux travailleurs et travailleuses du sexe. Non, mais c'est le féminisme carcéral, c'est le féminisme... Et justement, les abolos, on va en parler. Allez, c'est bon. Allez, quand même, va falloir rendre l'antenne à 21h. Merci beaucoup d'être venu. Oui. Allez, profitez de la lumière. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.